première question. Que veut dire meet-up? Alors meet-up, c'est se rencontrer en haut. C'est bien, hein? Non, c'est le nom d'un site internet qui s'appelle meetup.com, qui est un réseau social d'organisation d'événements, qui est à la base plutôt connu pour les gens qui sont dans l'informatique et tout ça. Et en fait, c'est un pote à moi, qui est devenu un pote qu'on ne se connaissait pas encore à l'époque. Quand on a commencé à parler de ces sujets-là, on a rencontré l'association Adrastia, qui est un peu intéressant aussi. Il faisait très peu d'événements, des trucs très descendants, très conférences, ça il manquait un truc. Du coup, en discutant, il fait bah tiens, il y a meetup.com, ce serait trop cool. Je fais c'est quoi meetup.com? Je fais bah tu verras, c'est hyper pratique, on peut organiser des événements facilement. Donc voilà. Merci. Je voulais savoir, en fait, vous avez montré un panorama un petit peu effectivement, de tous les problèmes auxquels on est confronté. Et je voulais savoir un petit peu s'il y avait malgré tout quelques solutions, des choses qu'on pourrait pouvoir mettre en route dans notre quotidien, ou si c'est vraiment foutu. Voilà. Merci. On se barre. La première question, j'étais à Couéron il y a 3 semaines. Une des premières questions, c'était un peu la même, c'était comment vous voulez pas qu'on fuit? Et j'aurais fait, mais je vous ai pas dit de pas fuir. Hein. En plus, vous étiez à Couéron, vous êtes entouré de marais, c'est complètement con. Alors, la collapsologie, la logique, il y en a beaucoup qui critiquent la logique du solutionnisme. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a pas de solution pour que rien ne change et que tout continue comme d'habitude. Alors, c'est d'autant vrai que je vous ai expliqué qu'il y a déjà des effondrements en cours. Il y a déjà des choses qui ont disparu. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une solution à tout nomo, parce qu'il y a déjà des trucs qui, là, ah bah ça y est, bah, tu vois, il y a des trucs qu'on n'a pas réussi à... Il y a déjà des trucs qui sont disparus depuis 2 secondes. Là. Après, il y a plein de moyens de limiter au maximum nos destructions. Comment il s'appelle? Dominique Bourg, que j'ai vu du coup au LU il y a quelques jours, là, concluait, c'était dommage, mais un peu la conclusion de sa conférence, c'est si on veut vraiment être efficace, il va nous falloir une grosse crise économique dans la gueule. Alors, beaucoup de gens ont retenu ça. Je trouve ça un peu dommage qu'il ait parlé de ça. Ne retenez pas ça ce soir. Merde, pas dû le dire. Non, mais en fait, dans l'inconscient collectif, la crise économique, elle est pas, c'est pas neutre. C'est un truc subi, c'est un truc très spécifique, c'est un truc qui est proche historiquement en plus, donc c'est un peu dommage de donner cet exemple-là. Mais clairement, la diminution drastique de nos échanges, de nos productions, de nos consommations, il n'y a pas vraiment d'autre choix d'aller vers là. J'ai personnellement assez peu d'espoir sur un changement par le vote, par la puissance de l'État, parce que le système politique est très concentré dans certaines mains et très basé sur les médias, leur fonctionnement et du coup la quantité d'argent et de temps qu'on peut mettre dans une campagne, et c'est des trucs très lourds. Et après on peut avoir des solutions comme il y a plein de villes là pour les municipales qui proposent des listes alternatives, des listes citoyennes. Couéron ils en proposaient une, je crois qu'à la Chapelle il devait y en avoir une d'ailleurs. Pas vraiment. Bah alors, qu'est-ce que vous foutez? Donc je sais qu'il y a Cordemais, il y a du coup Couéron, il y a le Leroux, Saint-Julien. Moi j'ai des potes sur Paimboeuf, sur Saint-Marc-de-Coutais. C'est tout bête, mais au niveau local, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a des plans d'action, il y a des modes de fonctionnement de transport, de tout ça qui peuvent être mis en action. Mais clairement, il va nous falloir une putain de révolution. Pas forcément une révolution violente ou je sais pas quoi, comme on peut essayer de nous la mettre dans la tête, mais une révolution, on parle souvent de paradigme, de mode de fonctionnement et de mode de pensée. Il nous faut une révolution de paradigme, il nous faut une évolution complète de nos modes de fonctionnement.
Donc surconsommation, la monétarisation, le fait que tout soit payant, tout soit échangé par monnaie, est-ce que c'est cohérent? Même peut-être la propriété, est-ce que tout le monde a son petit lopin de terre et sa petite maison dans tous les sens, est-ce que c'est cohérent aussi? Enfin, voilà. Il y a plein de choses qu'il va falloir mettre en question. Après, de solutions, il y en a, mais j'ai pas trop envie. Un suicide collectif, ce serait sans doute très efficace. Mais non, enfin voilà. On parle des fois de fascisme vert, je trouve ça horrible, enfin, c'est impensable. Et surtout, on n'a jamais vu des fascistes faire du vert, quoi. Enfin, non, c'est du fascisme. Alors ça peut avoir des conséquences environnementales, mais c'est vraiment pouillème, quoi. Et surtout, c'est souvent très très consumériste et très productiviste. Donc c'est vraiment... Désolé, c'est moi qui ai le micro. Marc Fleury, je voulais en profiter pour dire qu'effectivement, il y a une liste qui est en train de se former à la Chapelle. Avec le monsieur le maire actuel, on est désolé parce qu'initialement, on voulait faire une liste écologique pure, mais on n'a pas eu assez de gens pour venir avec nous. Merci. Donc on va essayer de faire quelque chose, et ma question c'était justement pour une ville moyenne d'à peu près 20 000 habitants, quelles sont les solutions possibles pour pouvoir, on va dire, essayer d'être le plus résiliente possible, même si c'est un mot que je n'aime pas trop. Alors sur une ville de... Alors, la situation de la Chapelle Supérieure est un peu particulière, parce qu'on sait que les villes ont perdu petit à petit une partie de leurs prérogatives au profit des communautés de communes ou des métropoles. Et en particulier dans une logique de métropole, les métropoles ont un pouvoir beaucoup plus fort que les communautés de communes basiques. Donc Nantes Métropole a récupéré un nombre de compétences énormes par rapport à une communauté de communes habituelle. Donc la problématique pour la Chapelle-sur-Erdre, c'est de ne pas être seul à réussir à changer. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même oublié la base, c'est que Nantes aussi a une liste Nantes en commun qui essaye de faire des trucs hyper intéressants. En l'occurrence, c'est des potes à moi qui sont en tête de liste. C'est plutôt cool. Forcément, ils vont faire un peu de la merde, hein, comme tout le monde, hein, mais bon, c'est pas grave, on sera là pour les faire chier s'il faut. Mais du coup, si on arrive à avoir plusieurs communes dans une logique de métropole comme à Nantes, ça devient vraiment intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la ville de Nantes a des prérogatives sur les modes de transport. Donc là, on a un impact très important. On a des logiques d'artificialisation, vous avez compris, artificielle de la Terre. En gros, la distribution par les PLU et les PLUI, donc les plans locaux d'urbanisme, on peut distribuer à quoi vont servir les terres dans toute l'agglomération. On peut décider de refuser l'artificialisation de... Qui est-ce qui est en train de mourir là? Vous faites quoi avec le micro? Il est où le micro? Qui l'a mangé? Non, c'est pas grave. Ouais, ça arrive, c'est la technologie, c'est fou. Et du coup, on peut avoir, alors j'ai pas trop, mais une sacralisation de terre par exemple, c'est-à-dire, bah voilà, nous on s'arrête, on artificialise, oh putain, je vais pas y arriver, on fait plus de béton. J'adore les mots, mais ils m'aiment pas toujours trop, surtout après hier. Donc ça, c'est un pouvoir qui est monstrueux. C'est une des demandes d'un collectif de plein d'assauts dont on fait partie sur un appel à l'urgence, l'état d'urgence climatique. Il y a une demande qui a été faite à la mairie de Nantes et à la communauté de communes, enfin, à la métropole, de dire déclarez-vous en état d'urgence climatique. Et notamment là-dedans, il y a 0% d'artificialisation de terre sur les 10 prochaines années. Donc ça peut être un pouvoir important. Après, il y a des logiques d'investissement qui sont spécifiques, d'appels d'offres qui peuvent être modifiés d'une certaine forme. Après, il y a aussi des limites, c'est-à-dire que les appels d'offres, par exemple, il y a des modes de fonctionnement des appels d'offres. Et dans tous les cas, souvent, tu vas prendre le moins cher. Et puis, tu n'as pas trop le choix, donc tu vas prendre de la merde. Mais tu peux avoir de la collectivité qui va soutenir des projets de centrales photovoltaïques sur le mine de Nantes, par exemple. Ça, c'est pas mal. Des choses comme ça. Après, il ne faut pas sacraliser. Hein, une ville comme la Chapelle-sur-Erdre ne peut pas complètement modifier tout son fonctionnement et tout. Mais on peut avoir des plans d'urgence en cas d'effondrement aussi, qui sont créés avec les habitants. Voilà, il y a plein d'exemples. Alors, on parle souvent de Grand-Sainte.
qui est un excellent exemple de transition. Pas parfait, mais c'est déjà super. Voilà, il y a des choses... sur une ville de 20 000 habitants, en fait, c'est au-delà des 20 000 habitants, c'est une aire urbaine qui va être cohérente avec tout le reste. On sait que les gens habitent ici mais travaillent ailleurs, vont avoir de la famille et tout ça. Donc en fait, on essaime. C'est-à-dire qu'on va aussi dans l'exponentiel. Donc là, on rentre dans... je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais je considère aussi que le changement peut aussi être c'est une logique sociale, donc elle peut aussi être exponentielle. C'est-à-dire que là, on est en train d'être de plus en plus nombreux, on est peut-être en train d'arriver dans la partie de la courbe qui accélère grave. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, pour le coup, de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est partiel, hein, je vais étudier un peu les problématiques urbaines, mais pas... Je vais pas expliquer là-dessus. Merci. Jean-Paul. Jean-Paul. Par rapport aux tendances catastrophiques annoncées ou probables, j'en sais rien. Bon, l'explosion démographique des humains, bon, je pense au film Soleil jaune que j'ai vu jadis. Soleil vert. Soleil vert, pardon. On va te manger, Jean-Paul. Alors, me dit du climat, alors on parle beaucoup de la fonte des glaciers polaires, Antarctique, le premier, Groenland le second, puis un troisième en Amérique du Sud, je ne sais plus lequel c'est. Bon, le Groenland, c'est 4 fois la France en superficie, et la quantité de glace qu'ils font, si tout fondait, tout se fondait, on parle d'une élévation du niveau des océans de 6 à 7 mètres. Uniquement pour le Groenland. Bon, alors, quid du Nantes CHU 2030, là c'est une autre affaire. Et puis, la fonte de l'Antarctique et puis du Groenland fait que ça entraîne des masses d'eau douce gigantesques dans les océans. Et pour ce qui nous concerne, ça pourrait engendrer l'arrêt du Gulf Stream. Bon, alors là, effectivement, le Gulf Stream s'arrête. Et là, on retourne vers une période glaciaire. Glaciation dans ta gueule. Ouais. Et là, c'est tout bon, parce que le permafrost se régénère et tout. Ça caille un peu quand même. Alors, ceci dit, la hausse des océans, évidemment, l'Antarctique, on dit plus 60, plus 70 mètres. C'est d'une toute autre nature. Et puis, avec la glaciation suivante, tout ça baissera de 100 ou 150 mètres ou 200 mètres et on retournera dans les grottes. Vous vouliez une solution dans le fond, voilà. On va tous aller poser nos culs sur le Groenland pour que ça fonde plus vite. Non mais c'est typiquement le genre d'exemple que je n'ai pas cité mais qui pourrait être cité. Il y a plein d'autres choses qui existent. Et en effet, c'est pour ça qu'on parle, je l'ai précisé tout à l'heure, de dérèglement climatique et pas seulement de réchauffement climatique, parce qu'on peut tout à fait avoir une nouvelle ère glaciaire qui nous tombe sur le coin du nez à cause des dérèglements climatiques qu'on a en cours. C'est pas forcément le scénario le plus probable, mais c'est tout à fait possible. On l'a vu ralentir et ça nous a fait déjà un peu flipper. Et on voit que le dérèglement des saisons qu'on vit actuellement, pas forcément que le Gulf Stream, il y a aussi le Jet Stream, qui est le courant aérien qui est un peu du même style, qui ralentit, qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc, mais ce dérèglement, ça va aussi causer énormément de problématiques de cyclones ou de choses comme ça en Amérique du Nord. Vous n'avez pas parlé de délai. Certains disent que l'effondrement il va avoir lieu entre 2020 et 2030, Yves Cochet par exemple. Il va falloir qu'on fasse vite. Bon. Alors, les délais. On m'a posé la question juste
des gens qui partaient et disaient ah, on a une seule question, c'est quoi les délais? Alors, à Couéran, les délais sont plus... Non, il n'y a rien à dire sur les délais vraiment parce que je vous ai montré un peu le schéma de tout à l'heure du forum de Davos sur la complexité des systèmes. Et vous vous rendez compte de la complexité des choses? Comment on peut essayer de prévoir ce qui peut se passer, quoi? Le rapport Midos et le groupe pour le Club de Rome a fait un putain de boulot sur leur thèse, qui ont été recalculés et qui ont été confirmés il n'y a pas si longtemps que ça par un Australien. Mais même ça, même eux, ils disent on sait rien, ouais, ça peut peut-être être ça. Alors si on prend ces thèses-là, dans les courbes qu'on suit actuellement, on aurait un plateau de production, de consommation, de population en 2030. C'est pour ça qu'un des groupes Facebook les plus connus s'appelle Transition 2030, qui se base là-dessus. Et qu'après, on arriverait sur un déclin, notamment de la population. Peut-être. J'en sais rien. Franchement, c'est impossible. C'est impossible et c'est dangereux de dire quelque chose comme ça, je trouve. J'en veux un peu à Yves Cochet de continuer à dire ça. Et Pablo Servigne s'en veut un peu d'avoir dit ça à une époque. Parce que ça fait millénariste un peu, ça décrédibilise, ça fait pas très scientifique, ça fait pseudo-science, en mode oh là, ils en savent rien, et là ils sortent des trucs. On peut se dire, bah, c'est pour nous faire peur, c'est pour une visée politique, j'en sais rien. Moi, c'est pas la logique. Et puis, ce que je disais aux personnes tout à l'heure, c'est que on en vit déjà, on en a déjà vécu. Il y a des parties. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un truc de blancs occidentaux accro à la tech. Parce que nous, on est en train de flipper pour notre effondrement. Mais il y a des parties entières de la population qui flippent pour leur survie. Ou qui flippaient pour leur survie. Parce qu'ils sont plus du tout en capacité de flipper. Moi, je suis assez actif dans un lieu qui s'appelle B17 à Nantes. Il y a des exilés qui viennent tous les jours pour essayer d'apprendre le français. Des adultes. Donc, c'est pas pris en charge par l'éducation nationale et par l'État. Enfin, adultes. Considérés comme adultes. C'est rare de pouvoir échanger avec eux parce qu'ils sont souvent très pudiques par rapport à ce qui s'est passé et en même temps je les comprends, c'est difficile de ressortir tout ce qui a pu se passer, c'est très compliqué. Par contre il y a le magazine des autres possibles qui a fait un super, c'est un dépliant, ils font un truc tous les mois, ils en ont fait un sur les exilés, ils arrivent à avoir quelques exemples, quelques histoires. Et bah ouais, l'effondrement, il n'y a pas de date quoi, il est là, il est en ce moment même quoi. Et puis ce que je disais aussi c'est que bah, la France ce sera peut-être dans 100 ans. Et l'Espagne, ce sera dans 50. Et la Grèce, bah, ça s'est déjà passé en 2008. Donc ça dépend vraiment des capacités, de la puissance économique, de la puissance militaire des pays, de ce qui se passe, de quelles ressources tombent à quel moment, de quelles sont les réactions politiques des pays à ce moment-là, de tout ça, quoi. Là, avec les grèves actuellement, avec les gilets jaunes l'année dernière, on aurait pu être les premiers à se péter la gueule en Europe occidentale. Enfin, premiers. Du coup, les Grecs, c'est un peu déjà ça, mais... la crise de 2008, la Grèce, c'est une perte d'espérance de vie de 3 ou 4 ans, je crois, en quelques années. Le taux de mortalité infantile est reparti à la hausse. C'est un truc de malade. Tu te dis, non, ça c'est bon, on sait faire des accouchements quand même. Bah non. Rupture complète des services de base. Et ils ont perdu 10 ans de PIB en quelques mois, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de date, ça n'a pas de sens, c'est un peu dangereux. Et en même temps, on peut se dire qu'au vu de ce qu'on voit là, bah, plus on va avancer, plus on aura des risques importants. C'est plus ça que je peux dire. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à croire que je vais peut-être le vivre. Donc ça vous projette peut-être une durée, j'ai 29 ans. Pas encore. Quelques jours. J'ai lu pas mal, je suis pas la seule, sûrement de romans post-apocalyptiques qui font bien flipper. Et je me demandais s'il y avait des titres, de la littérature ou un autre imaginaire, parce qu'on parle beaucoup de l'importance de l'imaginaire dans ce qu'on va vivre pour se préparer, qui puisse nous inspirer plus que nous faire peur. Et voilà. Ok. Et ben je suis en train de lire Les Furtifs d'Alain Damasio. C'est une tuerie. Alors ça reste du post-apo. Enfin,
c'est pas du post-apocalyptique, c'est intéressant. C'est du post-libertarianisme. C'est comme si le néolibéralisme actuel allait jusqu'au bout et on voit un peu les conséquences. C'est intéressant parce que du coup il présente, parce qu'il il a vraiment intégré, c'est un anarchiste de base, artiste Alain Damasio si vous ne connaissez pas, mais renseignez-vous, c'est génial. Et il a vraiment intégré les problématiques écologiques dans sa réflexion et du coup dans son art. En plus d'être un écrivain de fou furieux, et du coup c'est intéressant parce qu'il présente aussi d'un côté le côté dystopique et d'un côté le côté utopique potentiel. Sur quoi? Sur Facebook? Oh là là. Sur Demosphère peut-être. Que je n'utilise pas. Après, en projection de... Si, bah, tout bête, c'est pas du roman, mais tous les livres de permaculture, c'est presque un roman. Le très gros, qui est dur un peu, celui de David Holmgren, le dernier, qui s'appelle Permaculture, pas faire plus simple, qui va beaucoup plus loin que les principes de jardin, parce que le permaculture, ce n'est pas du jardinage de base. Mais il va beaucoup plus loin, il projette justement des modes de fonctionnement d'économie ou de société par rapport au principe de la permaculture. Ça, c'est intéressant. David Holmgren. En gros, permaculture, c'est David Holmgren et Bill Mollison, les deux créateurs en Australie. Bill Mollison est décédé, et David Holmgren, après 20-30 ans de tests, a essayé de faire un bouquin qui résume un peu tout ce qu'il a pu voir, tout ce qu'il a pu tester. Du coup, c'est assez génial, tout ça projet de... C'est assez récent, ouais, ça va être 2016. Après, en roman, je sais pas. Si, la Belle Verte, du coup, plutôt que Soleil Vert. La Belle Verte, plutôt cool. C'est pas un roman, c'est un film. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais... il y a beaucoup de dystopie en fait. C'est facile de se projeter le mal, de ce qui peut se passer mal, quoi. Mais se projeter le bien, c'est plus compliqué. Ah oui. Alors ça, ils essayent, je crois que Carbone 4 a dû faire... Carbone 4, c'est une société qui essaie de faire des études, qui fait des études énergétiques. Donc c'est Jean-Marc Jancovici qui a créé ça. Et il me semble qu'ils ont fait un petit truc de communication sur toutes les limites à nos consommations de base qu'on devrait avoir. Genre, je crois que c'est 2 allers-retours, l'équivalent de 2 allers-retours Paris-New York par personne dans toute sa vie. Et après, on ne peut plus l'avion. Je crois que c'est 1000 ou 2000 km de voiture par an, un peu plus, enfin des trucs comme ça. Ça fait bizarre, hein, parce que nous, on est carrément au-dessus, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a toutes les études avec Agnès Sinali et l'Institut Momentum, c'est hyper intéressant aussi, sur les biorégions, sur des projections scientifiques sur la modification et l'adaptation de régions entières, qu'ils l'ont fait sur Paris, il me semble. Et je ne sais pas s'ils l'ont fait sur ailleurs, mais je crois pas. Ouais. C'est assez récent. Et puis, je pense à elle parce que je l'ai vue ce week-end aussi avec Dominique Bourg, et je suis tombé amoureux d'elle comme tout le monde. Corinne Morel-Darleux. Je sais plus exactement le nom de son bouquin, je vais le planter. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Il est magnifique. Apparemment, je ne l'ai pas lu. Mais je fais confiance aux gens qui me le disent. Et elle est... alors je vais dire, elle est vachement proche de ce que je dis, c'est complètement con, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, elle va projeter un peu les mêmes imaginaires et les mêmes logiques. C'est assez intéressant. Justement, là vous abordez la permaculture. Dans votre dernière slide, il y avait certaines pistes de réflexion que vous mettiez en avant. J'ai noté Ubuntu, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, donc le bois de bibir et l'Ubuntu, je ne suis pas un expert là-dessus. Je vais vous inviter à regarder. En gros, c'est des paradigmes, des modes de pensée et de fonctionnement qui sont vachement liés à la nature et à l'équilibre entre l'action de l'homme et la capacité de la nature.
C'est peut-être un peu fantasmé, hein, on dit c'est un truc africain, c'est trop bien. Il y a peut-être des trucs un peu déformés, donc il faut faire attention, mais voilà, c'est quand même intéressant. Ce que je connais vraiment sur le bout des doigts, c'est la permaculture. Du coup, dans la logique de la permaculture, ça se base sur 3 aspects, 3 piliers centraux. Prendre soin de l'homme, enfin de l'humain, essayer de sexualiser la chose. Prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature et partager les richesses. Donc, ça peut être dit différemment, hein. Moi c'est comme ça que je l'ai lu. Et c'est basé sur 12 principes après. Je ne vais pas tous les réciter, mais par exemple stocker l'énergie, ne pas produire de déchets, enfin où il n'y a pas de déchets. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Valoriser les sources renouvelables. Voilà, il y en a plein. Donc c'est plein de logiques de fonctionnement cognitif et technique qui changent par rapport à ce qu'on fait actuellement. Et ça c'est intéressant pour justement projeter d'autres fonctionnements. Donc ce qu'on voit souvent dans les fermes en permaculture, donc c'est un peu bête de dire ça, mais bon, c'est comme ça qu'on le connaît le plus souvent, c'est d'essayer de faire attention à stocker l'eau au maximum sur son terrain, par exemple. Parce que l'eau est une ressource, on ne peut pas la laisser partir comme ça. À l'opposé de l'agriculteur conventionnel qui met des drains dans son champ pour évacuer l'eau très vite. On voit que ça lessive son champ. Il est con. J'ai des cousins, je suis une famille d'agriculteurs, donc je ne vais pas insulter la famille non plus. Donc voilà, donc des logiques de stockage, des logiques d'observation. Le premier principe de la perma, c'est observer et interagir. Donc c'est exactement le observer et aider que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est une autre façon de le dire. Donc c'est d'abord, on connaît son système, on connaît son fonctionnement. Un des principes de base quand on veut s'installer sur un terrain et qu'on est dans une logique de permaculture, on ne touche à rien pendant un an. On regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui pousse, comment il y a du vent, où est-ce que ça souffle, quand il pleut, où est-ce que ça vient, quand il fait chaud, qu'est-ce qui est sec, qu'est-ce qui est pas sec. Ah putain, mais là il y a vachement d'eau, c'est super, là, je vais mettre un truc spécifique. Là je vais mettre ma mare parce que de base, quand il flotte, ça s'accumule là, quoi. Donc je vais avoir beaucoup moins d'énergie à dépenser plutôt que de la foutre là-haut alors que c'est complètement débile. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette logique d'observation, donc ça c'est typiquement une logique de renversement de logique. Et après le WNBBA, par exemple, que je connais un petit peu, il y a la logique de la Pachamama, c'est un peu déconnecté, mais de la mère nature, du dieu nature presque, où on va essayer de le respecter au maximum, on ne va pas lui enlever quelque chose, oui il a TS d'ailleurs, ce n'est pas un homme, et c'est très bien comme ça. On ne va pas lui enlever quelque chose sans lui remettre quelque chose dans l'autre sens, on va essayer que les impacts de nos vies soient positifs, enfin, voilà, toute cette logique-là. Donc je vous invite à regarder beaucoup plus largement, je ne saurais pas être beaucoup plus précis malheureusement. Moi je vais plus sur la politique actuellement que sur... on va dire que j'ai bien capté la permaculture, je fais ok, ça c'est bon. Maintenant comment on peut s'organiser pour que ça vienne, ça arrive. Comment organiser la révolution qui est du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus une révolution des pensées et des modes de fonctionnement qu'une pétage de tête de CRS, quoi. Même si ça peut être marrant peut-être. La question des délais, elle est intéressante. Quand j'ai fait ma crise collapso il y a à peu près un an, j'étais complètement paniquée. Bienvenue parmi nous. Au point de me dire, il faut absolument que j'ai un poêle à bois sans électricité pour pouvoir me chauffer. J'ai fait une fixation sur le chauffage. Et je me disais, mais si je ne l'ai pas d'ici cet été, donc Jean-Paul, sors de ce micro. si je ne l'ai pas d'ici l'été prochain, je suis foutue, quoi. Bon, là ça va, on est au mois de décembre, donc j'ai toujours mon chauffage au gaz et le monde, peut-être que j'arriverai à avoir ce poêle à bois avant l'effondrement. Donc il peut y avoir des effets un peu paniques. Je vais te le vendre d'ailleurs parce que j'installe les poêles à bois dans pas longtemps. Pour le coup, t'as raison. Mais cette idée de délai court, je trouve qu'elle est intéressante parce que ça oblige au-delà de ce point-là, de se dire c'est pas dans 50 ans et c'est maintenant qu'il faut penser à comment on vit là-dedans. Moi je fais 100 km par jour pour aller au boulot et il y a quelque chose qui m'a été complètement insupportable. Donc là, je quitte mon boulot, je vais changer de vie et ça permet de rapprocher du sens, quoi, de se dire, voilà, non, ce que je fais, je travaille dans le bio, mais pour l'export, c'est aussi se remettre dans le sens. Donc dans ces périodes de crise, il y a aussi, personnellement, se dire, voilà, qu'est-ce qui est acceptable, et ça, c'est très individuel, mais si on met
est nombreux à le faire, il peut y avoir des choses qui évoluent. Après, dans ce mouvement collapso, il y a le risque de la réaction individuelle ou petit groupe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à comment moi je vais survivre, comment j'aurai mon jardin, comment à quelquefois couple, foyer, famille, on va se mettre dans une ferme à un endroit qu'on va retaper, où on va être résilient. Et ça me paraît alors déjà pas crédible, parce que quand tout Nantes, tout Couéron quittera Couéron et ira chercher refuge dans les quelques lieux résilients de Loire-Atlantique, ça sera forcément compliqué. Et ça ne paraît pas non plus souhaitable en termes d'imaginaire, c'est-à-dire que dans une ville comme La Chapelle, c'est comment on se projette en 2050, ou en 2050 on aura, alors peut-être pas le CHU, non il n'y aura pas de CHU, mais les deux Nantes tout le temps sous l'eau, mais au moins une fois par an une crue majeure qui fera que l'île de Nantes ne sera pas accessible. Ça c'est des choses qui sont maintenant quasiment actées, donc on est sur des délais qui sont très courts. Les enfants ils n'auront pas 40 ans, enfin voilà, on est sur des délais qui sont extrêmement courts. Donc comment on se projette dans ce contexte-là pour vivre là où on vit maintenant et vivre bien, c'est vraiment ça qu'il faut arriver à projeter. On est sur le démarrage d'un imaginaire collectif à remonter sur faire collectivement, sur que les associations vivent, que l'organisation municipale des communes soit autour de ce projet-là, etc. On est au début d'une aventure, mais il faut qu'on aille un tout petit peu vite. Je peux peut-être juste ajouter des choses sur la notion d'urgence. On parle énormément d'urgence dans ces problématiques-là, ce qui est normal. Et je me fais engueuler régulièrement parce que on n'a pas le temps d'être décroissant, putain, ta gueule. Et je réponds une boutade, souvent c'est la seule urgence pour moi, c'est d'arrêter d'accélérer. Et en fait, si on regarde un peu le système social économique, qui est basé sur une accélération permanente, si on arrête d'accélérer, en fait, tout pète, hein, toutes les questions se posent en fait. On va devoir forcément se poser toutes les questions qu'on se projette déjà, quoi. Et surtout, il y a une logique psychique, mentale et sociale. Décroître très vite, seul, et ben c'est dangereux en fait. On se coupe du monde, on ne parle plus la même langue que les gens qui sont autour de nous. En plus, souvent, c'est des périodes de... On parle beaucoup de courbe du deuil entre nous, dans le milieu collapso. On a des périodes dans la courbe du deuil, des premières, c'est la colère. Moi, je sais pas combien de fois, j'ai engueulé mes parents, mes potes. Ma copine m'a dit à un moment, bah écoute, tu me casses les couilles. J'étais dans mon taf, comme toi, j'en pouvais plus, alors j'arrivais à prendre le train, le bus et mon petit vélo pliable pour pas prendre la voiture. Grosse galère, je mettais 1 heure tous les jours. Pour un voyage, donc 2 heures. Pas de sens, des trucs incohérents. J'étais à fond dans le militantisme parce que j'essayais de compenser. Du coup, pas trop le temps. Enfin voilà, ça buguait quoi. Et du coup, comme toi, j'ai démissionné à ce moment-là, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. On a une partie de la salle, je pense ici, la chance d'avoir des choix possibles. On en parlait avec Corinne Morel-Darleux justement ce week-end. Elle parle beaucoup du refus de parvenir. C'est un peu ce qu'on fait là, quand on dit je veux plus, je démissionne, j'en peux plus. Le refus de parvenir, c'est une logique anarchiste à la base. C'est de dire que le modèle bourgeois qu'on nous propose, qu'une élite essaye d'imposer à la population, je la refuse, et même si j'ai les capacités de l'intégrer, je refuse de l'intégrer. C'est typiquement, je ne vais pas faire les hautes études qu'on m'a demandé de faire, ou une fois que je les ai faites, je ne fais pas le travail qu'on m'a programmé à faire. Alors, c'était hyper intéressant comme démarche, comme discussion. Mais il n'y avait que des blancs plutôt riches et plutôt bien dotés en études supérieures. Mais conscients de ça. C'est intéressant, parce que déjà, ils disaient, bah oui, nous on a des choix, mais bon, on n'a pas le choix de tout ça. Du coup, j'aurais dit, ce qui serait cool, et moi j'essaye un tout petit peu de le faire avec mes petites capacités, c'est de faire de l'ouverture des choix, pour les gens qui n'en ont pas, peu. D'essayer de, par exemple, créer des entreprises en coopérative, de créer des groupements d'achat ou des cafés solidaires ou des petits trucs comme ça.
qui sont petits au départ, qui grossissent potentiellement et qui vont peut-être être de plus en plus radicales dans le sens qu'ils vont à la racine des choses, qui vont vraiment dans les profondeurs de la cohérence. Et ça, c'est vraiment important. J'ai fait une digression de ouf là, c'est pas grave. Et sur la notion d'urgence, je voulais aussi vous parler de la théorie de l'escalier que j'ai notée tout à l'heure mais que je n'ai pas expliqué. J'espère pouvoir le 16, si vous revenez avec le transistor, pouvoir vous l'expliquer avec un beau schéma. J'ai une collègue qui est en train de bosser dessus, ce serait cool. En gros, je vous propose une métaphore. On se projette la société comme une énorme rampe qui part à l'exponentielle. Tous les humains sont dessus. En fonction de leur niveau social, ils sont plutôt au fond de la rampe ou tout en haut, en train d'essayer de marcher sur les autres pour pouvoir monter un peu plus haut. Sur les côtés, il y a du vide, du noir. On ne sait pas ce qui se passe. Le but, c'est de ne pas se faire projeter sur le bord et de ne pas se casser la gueule dans le vide. On va se battre les uns les autres pour ne pas se faire dégager. Par les choix de la vie ou par l'imposition de la société, beaucoup se retrouvent quand même à se faire dégager. Soit on se casse la gueule, on se fait mal, voire on en meurt. Le taux de suicide, le taux de mort par travail et tout ça est énorme dans nos sociétés actuelles, donc on imagine qu'il y en a beaucoup qui décèdent par ça. Mais si on fait le choix, on a peut-être la chance de découvrir qu'en fait, dans ce noir, il n'y a pas rien, il y a un escalier qui descend vers potentiellement une société beaucoup plus intéressante. Le but pour moi, c'est de descendre cet escalier, bien sûr. Pas trop vite, parce que si on descend un escalier à moitié dans le noir, avec, sans savoir où on va, on a des chances de se péter une jambe. C'est pas très agréable quand on arrive en bas. Et en plus, plus on descend, moins on est en capacité de parler aux gens qui sont là-haut, qui sont notre copine, nos parents, nos potes, nos voisins de bureau, j'en sais rien. Tous les gens qu'on croise tous les jours. Moi, ce que je vous propose, au maximum, c'est que dès qu'on descend une marche, on se retourne. Et on dit « Coucou, je suis vivant, je suis même vachement mieux qu'avant. J'ai fait quelques choix, mais regarde, c'est cool. Et puis en fait, ce serait pas plus mal que tu les fasses. Enfin, en fait, tu fais ce que tu veux. Mais juste, tu te donnes l'exemple. Et tu gardes le contact. Alors, clairement, pour avoir une survie mentale efficace, on est obligé de descendre régulièrement, quand même. Sauf que les autres ne vont pas faire la même chose. Donc, au bout d'un moment, on s'écarte petit à petit. Mais c'est pas grave. On essaye d'aider les gens un peu plus possible à descendre des étages s'ils le peuvent. Et puis à un moment donné, on pourra aussi faire le deuil de relations où on se dit, bah de toute façon, on n'arrive plus à se comprendre, on ne partage plus rien, c'est dommage, on se recroisera peut-être à un moment donné. Et moi, je le vis vraiment dans ma vie quotidienne. J'ai la chance d'avoir des parents et une chérie qui sont géniaux, génial pour faire de féminin. Et du coup, ça va, je pars pas tout seul, mais les meet-ups, c'était ça aussi, c'est de se dire, ok, attends, c'est quoi cet escalier, je suis tout seul, c'est quoi ce bordel, il y a des zadistes en bas, mais j'ai un peu peur. Et surtout, eux ne parlent pas du tout le même langage que les autres là-haut, ils se comprennent pas, c'est pas le même monde. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis entre les deux, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé dans des situations où j'expliquais le langage des zadistes aux voisins fachos de mes parents. Et j'avais réussi, parce que j'étais pile au milieu. Et que j'avais expliqué la logique, j'avais pris des trucs, mais pourquoi vous êtes pas content aussi? Bah oui, mais pourquoi? En fait, c'est pareil, vous n'avez pas les mêmes choix. Mais parce que j'avais réussi à ce moment-là à être un peu entre les deux. Voilà, je parlais des mots tout à l'heure, monsieur. Le langage est hyper intéressant à étudier aussi. On ne parle pas la même langue en fonction de là où on est, de ce qu'on fait. Voilà la théorie des skis. Une autre question? Oui, je voulais parler de tout en haut dans le gouvernement, on a quand même un ministère de la transition écologique. Et je voulais savoir quelle est la dose de bonne foi. En fait, j'arrive pas très bien à comprendre quand Bonne Poisson dit on est profondément écologiste, alors que la semaine d'avant, le Haut Conseil pour le climat, qui est pourtant mandaté par Macron, vient de dire exactement le contraire. Et là, il vient de nous sortir que, étant donné l'urgence écologique, on allait interdire l'usage des plastiques à usage unique pour 2040. Donc un truc anecdotique à très longtemps. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est délibérément de la mauvaise foi ou si vraiment elle y croit. C'est ça, communication. Et puis l'autre question, du coup, c'est où est le contrepoids des médias mainstream, on va dire, qui devraient dire, bah non, on est dans le délire complet, quoi. Enfin, donc voilà, donc deux questions, est-ce qu'elle est de bonne foi? Et l'autre, c'est pourquoi les médias font pas de contrepoids? C'est une excellente question. Je crois que je l'ai à chaque fois, mais c'est normal, hein, c'est des
truc de base qu'on se pose, quoi. Putain, ils sont cons, quoi. Ouais, peut-être. Alors, déjà, la Brune Poisson, attention, elle a dit que c'était une première mondiale, que c'était un exemple pour l'humanité, pour l'Europe. Bravo, merci madame. Elle a fait la leçon à tout le monde, je pensais quand même. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs exemples, c'est contradictoire. Je ne saurais pas te répondre, genre oui ou non, j'en sais rien. Par contre, il y a plusieurs exemples que je connais, et je pense que tu connais aussi en partie, qui sont un peu contradictoires et en même temps qui peuvent être cohérents. Gaël Giraud, que vous connaissez peut-être, qui est un économiste qui est assez bien introduit dans les cercles de pouvoir actuels, notamment les pouvoirs économiques, nous dit sur Thinkerview il y a quelques mois, je dis ça comme ça, mais j'ai quelques potes qui ont envoyé leurs enfants en Scandinavie pour leurs études et qui se sont achetés 2-3 bunkers en Nouvelle-Zélande au cas où. Ok, super. Donc là tu te dis, soit ils sont fous, et du coup comme nous, donc ça, en fait ils sont peut-être aussi fous que nous, c'est-à-dire qu'ils comprennent peut-être pourquoi ils sont fous. Ils ont peut-être conscience de tout ce qui se passe, des conséquences potentielles, et ils s'y préparent, avec leurs moyens gargantuesques. Et de l'autre côté, tu vas avoir des politiques qui actuellement sont totalement liés au pouvoir financier. On ne peut pas vraiment dire que les ministres actuels ne sont pas liés au mouvement financier. Ils sont tous lobbyistes il y a quelques mois encore, quasiment. Et qui eux nous disent non, ça roule. Pendant la crise des Gilets jaunes, il y avait le grand débat national. Il y a un petit jeune qui, avec sa barbe et ses cheveux longs et tout, il est trop la classe. Il fait bon alors, tout va se casser la gueule, on va s'effondrer, vous faites quoi pour ça? Et notre cher ministre, qu'on adore ici en plus, qui est du coin, c'est le con, de Rugy. De Rugy. Nous dit oui, ben tout à fait, ouais. Mais ce qu'on fait, c'est génial justement. On est en train de tout changer. Et en fait, tu vois à chaque étude qui est faite par des associations ou par des groupes sociaux qui ont un minimum de jugeote, ils disent ah non, c'est tellement insuffisant que c'est flippant, quoi. Le GIEC commence à devenir un groupuscule anarchiste, que c'est un truc de ouf. On est en train de dire mais pétez tout là, on est en train de crever. Et alors, je sais pas si ils sont conscients, ils préparent la suite et ils nous endorment en attendant. Possible. Ils sont pour certains conscients, mais c'est une minorité. Le reste pense vraiment qu'avec la croissance économique, ils peuvent changer quelque chose. Ou alors, ils pensent que c'est des conneries et que l'économie va très bien s'en sortir à la Laurent Alexandre ou à la Donald Trump, qui a essayé d'acheter Corendon, on en parlait tout à l'heure. Merci. Donc, alors je dis ça vite fait, à tête reposée, j'aurais peut-être plus de scénarios possibles, mais c'est un peu les trois que je vois là. Moi, ce que je dis surtout, c'est peut-être pas les écouter, et on s'en fout en fait de comment ils s'y préparent. Par contre, chaque décision qu'ils ont, vu qu'on est dans un système de délégation, a un impact sur toute nos vies. Donc moi, je suis pour une démocratisation très forte, par les communes au maximum, parce que c'est sans doute plus simple par là. Mais c'est pour ça que je me présente comme anarchiste, dans le sens de la lutte contre toutes les formes de domination. Et une des formes de domination les plus couramment acceptées, c'est la délégation de notre pouvoir à des élus. C'est une forme de domination, parce que pendant le temps qu'on a élu cet élu, il prend les décisions qu'il veut, on n'a aucun moyen de rétention. Donc voilà, c'est un peu, j'ai pas de réponse exacte. Et pour les médias, ça peut être intéressant, tu connais peut-être pas, mais d'aller voir une vidéo d'Usul, qui est un youtubeur qui est assez connu, sur David Pujadas. Il a pris David Pujadas, et en fait derrière il explique un peu le fonctionnement des médias et comment en fait David Pujadas ne peut pas dire des choses qui vont contre le système qui l'emploie et qui lui donne toute sa puissance d'agir socialement. Et que c'est peut-être pas un connard fini, peut-être pas. Peut-être. Non mais c'est vraiment, comme tout à l'heure je disais, la limitation des choix, bah lui c'est pareil en fait. Il a une limitation de choix sociaux. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Et on voit qu'actuellement, les médias mainstream sont aux mains financièrement de quelques dizaines de propriétaires. Ils n'ont pas un accès direct au contrôle
de l'information. On n'est pas au ministère de l'information comme c'était il y a 30 ans, quoi. Il y a un peu plus, beaucoup plus, pardon. Mais on est dans un contrôle social en fait, hein, une bulle sociale qui fait que c'est difficile de se positionner en inverse parce qu'on n'a plus de boulot, parce qu'on se retrouve à être éjecté du système et avec tout ce qui va avec. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus des médias non mainstream qui sortent. Alors il y a le média par exemple qui est plutôt lié à la France Insoumise, donc des fois ils pètent un peu des câbles, ils font pas toujours des trucs cool, mais c'est intéressant quand même. T'as des chaînes YouTube comme Silkerio qui sont hyper intéressantes, qui ouvrent des débats qui sont assez rares aussi, hein, c'est intéressant. Voilà, moi je lis beaucoup de monde diplomatique qui a réussi à survivre et qui est en train de reprendre du poil de la bête, et c'est assez génial. C'est assez badant parce qu'ils annoncent pas que des bonnes nouvelles, mais c'est hyper intéressant. Alors voilà, il y a plein de médias comme ça qui sortent petit à petit, Mediapart en train de prendre du poids, enfin voilà. Et ça, mine de rien, c'est aussi un signe de transition collective, de se dire on réussit à s'offrir petit à petit des modes de médias, oui, j'essaye de trouver du positif, des médias qui nous vont, quoi, qui nous intéressent. De quoi ? Ah non, pas encore, ça c'est sûr. Et vous pouvez aller voir Édouard Bernays, le théorisateur, ça veut rien dire, le théoricien des théories du contrôle des masses par le Édouard Bernays, le créateur des relations publiques, c'est ça. C'est le mec qui a dit aux Américains « Ah non, la Première Guerre mondiale, c'est trop cool, allez, on va buter les Allemands, c'est trop bien. » Et qui a fait fumer les femmes. C'est hyper rapide ce que je dis. Mais en gros, c'est plein de stratégies de communication qui ont permis de multiplier par deux la capacité clientèle de Philippe Morris. Entre autres. Il y a Propagandia qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Arte, qui est un film documentaire sur Édouard Bernays et ses potes de l'école de Boston notamment. Je voulais rebondir sur la question du gouvernement. Là, il y avait une vidéo qui avait circulé à un moment où on voyait des extraits d'Édouard Philippe à différents discours, donc plutôt dans des sommets un peu confidentiels, où il disait que ce livre de chevet, c'est l'effondrement de Jared Diamond, donc il décrit un certain nombre d'effondrements qui se sont produits dans le passé, au livre de Pâques par exemple pour la plus connue, mais également les Mayas, etc. Et ça m'a fait vraiment peur, parce que j'étais persuadée qu'ils étaient complètement inconscients. Et le fait de savoir qu'ils étaient conscients m'a fait plus peur qu'autre chose, parce que quand on met en parallèle les politiques migratoires, de murs aux frontières, les politiques sécuritaires, ça veut dire que la réponse qui est préparée là, c'est une réponse de type guerre, c'est-à-dire que les migrations massives, on ne les prépare pas en se disant il va falloir qu'on apprenne à partager, et que dans une ville comme La Chapelle, on accueille peut-être une personne par habitant peut-être plus encaisser le choc, merci, oui, voilà. Mais là, la politique qui est préparée, c'est les frontières autour, des frontières dures et extrêmement violentes. Donc ça m'a fait plus peur qu'autre chose, quoi. Il y a vraiment un risque important de déformation des causes. On parlait de la guerre en Syrie tout à l'heure. Pour la majorité des gens, les gens sont venus parce qu'il y avait une guerre djihadiste, à cause même pas djihadiste, des musulmans. C'est un raccourci hyper rapide, mais c'est ce qui a été propagé petit à petit comme information. On peut très bien avoir ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir El Niño qui nous fait un truc de bourrin en Inde ou en Chine, des migrations massives, et on nous dit... Parce que forcément, quand il y a migration, il y a problématique sociale, il y a guerre, il y a potentiellement utilisation de dérives sectaires ou religieuses ou politiques. Enfin voilà, tout est lié, c'est pas juste un truc, quoi. Les gens vont pas arriver en mode oh là là, il fait chaud chez moi, je viens chez vous. Enfin voilà, ils se sont tapés plein de trucs dans la gueule tout le long, quoi. Et du coup, on peut très bien avoir une déformation politique, une déformation du discours politique pour nous dire ces gens sont dangereux, ce sont nos ennemis, regardez. Ils ont semé la mort ailleurs, enfin voilà, on peut avoir une réponse à l'effondrement par la guerre extérieure. On dit souvent que la guerre extérieure a toujours des raisons intérieures. C'est-à-dire qu'on va faire la guerre parce qu'on a un problème en interne, parce qu'on veut détourner le regard, parce qu'on veut plus parler d'un sujet, ou des choses comme ça.
Alors c'est très complexe comme logique, hein. Là je vous invite à écouter, il y a pas mal d'historiens qui essaient de travailler là-dessus, ou de politologues, mais ça peut tout à fait être une réponse. Là on le voit avec le FN qui essaye de récupérer les problématiques écologiques en disant bah ouais, de toute façon c'est nous on pollue pas, c'est les Chinois. Donc on va taper la gueule des Chinois, puis après ça ira mieux. Mais ça n'a tellement pas de sens. Trump, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça? Ah les Russes, bon c'est vrai qu'ils sont pas très dangereux. Par contre les Chinois, tiens, ah ouais. Voilà, il y a la dernière réunion de l'OTAN qui est arrivée il n'y a pas très longtemps là. Et la Russie fait tellement pas peur aux gens, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Et du coup ils se sont dit, attention, la Chine est le plus gros adversaire pour la paix mondiale dans les années à venir. Donc en fait, potentiellement, je dis pas du tout que c'est ça, ou moi j'en sais rien, c'est vraiment... Mais potentiellement, il peut se retrouver avec la désignation d'un ennemi extérieur comme la Chine, et dire voilà, la solution à tous nos maux, c'est de buter les pollueurs c'est les Chinois, en plus ils sont nombreux et ils ont les yeux brillés, alors on les bute, et puis ça nous sauvera peut-être quoi. J'en sais rien, les dérives sont énormes. On dit souvent que c'est dans le clair-obscur que surgissent les monstres. C'est dans les moments d'incertitude, de flou, qu'on peut avoir des situations particulièrement problématiques qui ressortent. Donc c'est pour ça que dans la logique... excuse-moi, je vais faire ça. Je suis vraiment pour la logique de l'éducation populaire. Je vous invite aussi à étudier l'histoire de l'éducation populaire, comment ça a été créé et diffusé. C'était en sortie de la Deuxième Guerre mondiale en disant l'intelligence pure, c'est pas suffisant. On avait des doctorants en haut des miradors avec des mitraillettes pour garder les juifs, quoi. Comment on fait pour qu'une population soit préparée à refuser ce genre de choses? Et du coup, ils étaient dans la logique de l'éducation populaire, de l'éducation politique. De savoir comment fonctionne un pays, comment fonctionne une société, comment on la gère, comment on peut prendre des décisions collectives et tout ça. Et ça, c'est hyper important, parce que si on reste dans la délégation totale, dans le temps de cerveau non disponible et vendu à Coca-Cola et à David Pujadas, et on peut se retrouver très rapidement à écouter David Pujadas et Coca-Cola et à faire ce qu'on nous dit, quoi. Et c'est vraiment problématique. Et on voit dans pas mal de pays actuellement, donc, et chez nous aussi. Ça va être une dernière question. Une dernière. Oh allez, je suis sûr que vous en avez une. Ouais. Je voulais revenir du coup sur le meet-up, là, collapsologie. Vous faites quoi en fait? Parce que, quand on écoute une conférence, on a l'impression qu'on a tout dit. Ah oui, ouais. On fait bonne écoute. C'est pas si fou en plus. Ouais. Alors, vous me dites si je me trompe. Mais là, on a essayé de recentrer le meet-up justement sur des prérogatives particulières, parce qu'on a été vachement sur plein de trucs différents, et on se paumait un peu, et les énergies sont pas toujours les mêmes, les gens font des transitions perso. Enfin, donc là, on s'est recentré sur la partie vraiment accueil, et un peu, pas suivi psychologique, mais voilà, accompagnement, exactement. Donc l'accueil, c'est un peu, ça pourrait être un peu ce que je fais là, en un peu plus rapide. C'est création de réseaux sociaux, te dire ah putain, je fais tout seul, toi tu fais quoi, là on en est où, partage de problématiques actuelles, aller un peu plus loin sur son ressenti, sur sa situation personnelle. On essaye de prendre le temps de discuter, d'aller proposer des actions particulières aussi pour répondre à des peurs ou des douleurs à un certain moment. Et puis ouais, une logique d'accompagnement. Alors on le fait un tout petit peu moins en ce moment, on va essayer de les relancer, on a fait des groupes de parole à un moment donné, on a eu des psychiatres qui sont venus nous aider sur certains moments aussi. Donc voilà, c'est un peu la logique. Et on est aussi une porte d'entrée, on est nombreux à être pas mal engagés dans plein d'assauts ou dans plein de trucs, donc on peut être une porte d'entrée pour agir sur plein d'autres choses. Si vous venez me voir en mode oh, la permaculture ça m'intéresse grave, tu connais très bien du monde, bah si, puis mon père qui a lancé permaculture 44 ans, par exemple. Et ça, c'est une sorte d'accélérateur de particules potentielles. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent
comme peut-être une partie des gens ce soir, qui arrivent en mode j'ai lu un truc, mais vite, genre 3 lignes, je viens voir. Le coucou sur la colline, tu vois, qui ne connaît pas, qui... Donc si tu lui sors la conférence d'un coup, bon, ça peut causer un peu des douleurs derrière. Donc le but c'est de prendre le temps de creuser un peu la chose. Et on a des gens qui arrivent en détresse, complètement. J'en ai vu, pleurer plusieurs moments de leur transition personnelle. Et j'en ai vu pas pleurer, mais tu sens qu'à l'intérieur ça bug complètement, quoi. Je sais pas, on va tous crever, quoi. Comment ça se passe? C'est quand? Tu vois, typiquement les questions qu'on a posées là, mais en boucle, quoi. Et du coup, c'est vraiment le but, c'est de prendre le temps de ne pas être seul. C'est sans doute le meilleur conseil que je peux vous donner ce soir, c'est de, si vous continuez à creuser ces questions-là, si vous posez des questions là-dessus, ne restez pas seul. Je sais qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent, on avait essayé de faire le plus tôt possible avant Noël pour pas tomber en plein milieu, parce que c'est quand même des moments qui sont un peu complexes, surtout quand on est dans une phase de colère, on a envie de changer les gens. Enfin, voilà, mamie ou belle-mère va t'envoyer les chiens vite fait, quoi. Moi je me suis retrouvé en fait de famille des fois, c'était un peu chaud. Donc maintenant ça va beaucoup mieux, je me soigne, mais justement grâce au vidéo. Je fais une journée jeu dimanche, je vais faire du donjon du dragon, ça va être trop bien. On vous propose d'arrêter ce soir à tirer une drôle du Café Citoyen Chapin, donc on est vraiment satisfait là, du Café Citoyen Chapin et du transistor de la soirée de ce soir, que une collaboration ait pu, être aussi fructueuse dans le contenu.